Il y a une alliance médiatique qui existe entre un certain nombre de très grands titres occidentaux, réunis en Israël à Haaretz, aux États-Unis le New York Times, en France le Monde. Ces journaux disent toujours la même chose et republient les mêmes informations et les mêmes opinions. Je ne vois pas pourquoi on accablerait les journalistes français plus que les journalistes israéliens. Je pense que ce qui est condamnable dans cette affaire, c'est le comportement de la presse mainstream israélienne et qui, depuis l'élection de Netanyahou, multiplie les agressions verbales contre ce gouvernement. Merci de nous retrouver pour le débat de la semaine. Un commentateur du New York Times a récemment appelé le président des États-Unis, Joe Biden, à intervenir dans la réforme judiciaire proposée par le ministre israélien de la Justice et a déclaré que nous ne serons pas les idiots utiles de Netanyahou. Le ministre des Affaires étrangères, Eli Cohen, a affirmé hier soir que depuis qu'il a été nommé à ce poste, il n'a entendu aucun pays s'inquiéter de la réforme. Et ses conséquences sur la scène politique ne sont pas encore peut-être comprises. C'est ce qu'il a en tout cas déclaré. Alors, de quelle manière la réforme est-elle perçue à l'étranger? La réforme, bien entendu, judiciaire. Et puis, comment les dirigeants du monde ont accueilli l'entrée de Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir au sein du gouvernement israélien? C'est le sujet. C'est pas vraiment un débat aujourd'hui. C'est plutôt une discussion que nous allons avoir aujourd'hui. Et pour en parler, nous sommes avec Yves Mamou, qui est journaliste et essayiste à Paris. Yves, bonjour. Bonjour. Et nous sommes aussi avec Michel Gerfinkel. Michel, bonjour. Bonjour. Qui est aussi journaliste et qui connaît bien aussi ces questions à l'international. On va commencer peut-être avec Yves Mamou. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a eu des réactions? En tout cas, on va parler dans la presse, bien entendu, ça va être important, mais est-ce que d'un point de vue, on va dire, des politiques, des gouvernements, des responsables politiques, est-ce qu'il y a eu des réactions par rapport à cette réforme qui est proposée par le ministre israélien de la Justice? À ma connaissance, les réactions sont pour l'instant uniquement médiatiques. La gauche médiatique française, qui est exactement identique à la gauche médiatique israélienne ou à la gauche médiatique américaine, a traité l'élection du nouveau gouvernement comme son projet de réforme juridique de la même manière, c'est-à-dire que pour le Figaro, c'est la longue marche des suprémacistes juifs. J'ai relevé quelques titres comme ça pour vous. Libération, c'est le gouvernement de l'ultra-droite. Ouest France, c'est l'extrême droite, la stratégie du fait accompli, comme si vraiment ils n'avaient pas été élus, mais c'était un coup d'État. Franc-tireur, c'est le grand bond en arrière, etc. Donc les médias donnent une tonalité générale qui est de dire que c'est l'extrême droite qui est... Alors, ils disent que c'est l'extrême droite, terme qu'il faut comprendre au sens tel qu'il est défini par l'antiracisme, c'est-à-dire c'est l'extrême droite raciste, xénophobe et donc quasiment nazi, qui aujourd'hui est au pouvoir en Israël et qui promeut des projets de suppression de tous les garde-fous juridiques du pays. Est-ce qu'on trouve aussi, Michel, ce genre de titre dans la presse américaine? On peut trouver des titres de ce genre ou des éditoriaux qui vont dans ce genre dans la presse américaine dite libérale, c'est-à-dire de gauche. Mais la grande différence peut-être avec ce que nous entendons sur la France, c'est que il y a une autre partie de la presse américaine, et quand je dis une autre partie, pas seulement la presse conservatrice, mais la presse mainstream, la presse, on va dire centriste et qui touche la plus grande partie de l'opinion, également prennent un point de vue très différent et disent, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je prends par exemple un exemple très frappant, c'est celui de Newsweek, qui est loin d'être un journal extrémiste conservateur, où le rédacteur en chef éditorial dit mais on fait beaucoup de bruit pour rien, et la réalité c'est que la Cour suprême en Israël
a des pouvoirs que, aux États-Unis, on jugerait comme totalement excessifs et aberrants, qui n'ont aucun rapport avec les pouvoirs pourtant déjà très étendus de la Cour suprême américaine. D'où donc la nécessité, donc peut-être d'après ce journal, en tout cas, d'une réforme. Ben, ce journal dit beaucoup de bruit pour rien, ce qui veut dire much ado about nothing, selon la célèbre formule, notamment que Shakespeare a utilisée pour intituler une de ses pièces. Donc, en gros, les Israéliens ont peut-être de bonnes raisons de faire cette réforme, et en tout cas, prétendre que cette réforme va mettre fin à la démocratie israélienne n'a aucun sens. Alors, est-ce que, Yves, dans la presse, en tout cas dans les médias français, est-ce qu'il y a des voix un peu différentes qui s'élèvent que les voix moi, pour ma part, je n'en ai vu quasiment aucune, à part un titre dans la presse juive, qui est Tribune Juive, qui a publié un de mes articles, ou dans Causeur aussi, j'ai réussi à faire publier des articles qui décalent un peu qui se décalent par rapport à la tendance générale, mais autrement, je crois surtout que il ne s'intéresse pas vraiment à Israël pour l'instant, et en tout cas, quand il s'y intéresse, c'est sur la tonalité dominante ce sont des affreux jojo de l'extrême droite et racistes et xénophobes. Alors, la question de savoir est-ce que ces journalistes font vraiment un travail de journaliste, on va dire, et font des recherches pour savoir justement, comme dit Michel, par exemple, comme ce journaliste de Newsweek. C'est pas un journaliste, c'est le rédacteur en chef éditorial. Le rédacteur en chef. C'est-à-dire le rédacteur en chef. Le éditeur de la page éditoriale, c'est-à-dire de la page d'opinion de Newsweek. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a des recherches qui sont faites justement par ces médias pour savoir pourquoi cette réforme est mise en place, ou c'est parce que justement la vision qui est donnée de ce gouvernement par justement peut-être par les personnalités de Smotrich et de Ben Gvir donne justement une vision on va dire d'extrême droite. Est-ce qu'il y a quand même un travail de fond qui est fait par les journalistes? Yves. Si c'est à moi que la question s'adresse, ça fait longtemps que je pense que les journalistes ne travaillent plus vraiment, n'enquêtent plus, et obéissent au canon de l'idéologie dominante de l'antiracisme. Mais en même temps, je vois pas pourquoi on accablerait les journalistes français plus que les journalistes israéliens, parce que je pense que ce qui est condamnable dans cette affaire, c'est le comportement de la presse mainstream israélienne, et je pense notamment à Haaretz et à Yediot Aharonot, et qui, depuis l'élection de Netanyahou, multiplie les agressions verbales contre ce gouvernement. Ils organisent un bruit médiatique absolument disproportionné par rapport à la réalité des problèmes que pose ce gouvernement, et je pense que c'est ça qui est très dommageable pour Israël et pour son image aussi à l'étranger, parce que tout le monde s'aligne sur le comportement de la presse israélienne mainstream, et je pense surtout principalement à Haaretz, et que, en fait, moi, l'hypothèse que je formule, c'est qu'il y a une espèce de tentative de la gauche israélienne qui est surreprésentée dans les médias israéliens pour faire du bruit, multiplier les grenades médiatiques, si je peux dire. J'appelle grenades médiatiques au sens de tous les jours on sort une information qu'on présente de manière sensationnelle, et de manière à ce que la presse américaine réagisse, et de manière à faire intervenir le gouvernement américain contre l'État israélien. Alors ça, je crois que c'est surtout ça qui est grave. Voilà. Alors c'est ça la deuxième partie en fait de cette discussion. Je voudrais rajouter quelque chose. Il y a un point très important que généralement on ne mentionne pas et on ne voit pas, c'est qu'il y a une alliance médiatique. Quand je dis une alliance, pas une convergence d'opinion, il y a une alliance formelle qui existe entre un certain nombre de très grands titres occidentaux. Il y a ce groupe qui, en gros, mutualise les informations et les opinions, réunis en Israël à Haaretz, aux États-Unis le New York Times, en Angleterre le Guardian,
en France, Le Monde, en Italie, La Repubblica, et en Espagne, El País. Donc, ces journaux, qui sont des journaux, à tort ou à raison, de référence dans leurs pays respectifs, en réalité, disent toujours la même chose et republient les mêmes informations et les mêmes opinions. Donc, que le Haaretz ici. Alors, sur ce qui concerne Israël, c'est l'opinion de Haaretz qui est immédiatement, de manière quasi virale, reproduite par ces journaux. Que, par ailleurs, dans les différents pays concernés, il puisse y avoir des parties très importantes de l'opinion qui, de toute manière, sont anti-israéliennes. C'est quelque chose qui existe. Mais déjà, il y a quelque chose, sur un plan quasi mécanique, vous avez une diffusion instantanée de ce que Haaretz voudra dire dans les principaux médias européens et américains. Je voudrais dire une deuxième chose. J'ai été très frappé, tout à fait au début de cette agitation médiatique, par un article venant d'un journaliste italien, un des plus remarquables journalistes italiens, qui s'appelle Francesco Sisci. Francesco Sisci, on peut dire que c'est le meilleur journaliste en langue italienne qui existe aujourd'hui. Il a la particularité, c'est un journaliste très catholique, mais il a une profonde empathie pour le monde juif et pour Israël. Et il publie, tout à fait au début, quand l'affaire commençait à monter, il publie un article appelé « Une prière à Netanyahou ». Et dans cet article, un article avec beaucoup de sympathie, il dit en gros, Israël est un grand pays, Netanyahou est un grand homme d'État, s'il vous plaît, ne faites pas des choses qui risquent de couper Israël. De qui ? En s'adressant à Netanyahou. Il ne dit pas qu'il risquerait de couper Israël de l'opinion occidentale. Il dit qu'il risquerait de couper Israël d'une partie importante des Juifs de la diaspora. Ah ouais. Alors, c'est assez étonnant parce que ce que l'on voit clairement, c'est que cet homme... Qui est catholique. Qui est un ami réel d'Israël et du peuple juif. Il a tout simplement été impressionné par ce qu'il voit comme apparemment une révolte d'une partie de l'opinion juive, notamment en Occident. Et c'est ça, c'est pratiquement à partir d'un souci pour le peuple juif qu'il dit faites quelque chose, évitez qu'il y ait un problème. Et je crois véritablement que la vraie question, c'est effectivement, est-ce que la gauche israélienne s'est lancée dans cette campagne médiatique pour bloquer la politique de la droite israélienne? Il y a un précédent terrible. On sait très bien que même si Shalom Arshav, en 1978, il y a eu énormément de gens très sincères qui se sont engagés dans ce mouvement, mais nous savons parfaitement que derrière ce mouvement, il y a eu en réalité une longue opération de la gauche et de l'extrême gauche israélienne pour reprendre le pouvoir après l'alternance de 1977 et l'arrivée de Begin au pouvoir. Alors la question de savoir aussi, et c'est un peu le deuxième sujet un peu de cette discussion, c'est de quelle manière donc ces opinions qui sont exprimées dans les médias, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Italie ou que ce soit en France, de quelle manière cela va influencer les gouvernements. Est-ce que vous voyez, Yves, qu'il y a déjà peut-être des prémices d'une influence justement sur, on peut parler peut-être, on peut commencer par les États-Unis, sur le président américain. Est-ce que les décisions de la Maison-Blanche vont être influencées justement par ces médias américains ? Écoutez, il y a certainement une influence. Pour l'instant, ce n'est pas Joe Biden qui agit directement, mais on voit Haaretz, par exemple, mettre en avant tel sénateur démocrate américain présenté comme l'ami de toujours d'Israël qui aujourd'hui prend ses distances avec Netanyahou. Voilà, ça commence comme ça et ce n'est pas impossible que ce sénateur soit envoyé directement par l'exécutif américain. Je n'en sais rien, mais
on voit déjà des choses se produire. Et hier ou avant-hier, je ne sais plus, je lisais encore dans Haaretz un article qui disait « Ouh là là, il se prépare des choses au Congrès, mais c'est épouvantable, vous allez voir ce qui va arriver qui se prépare, ce qui est en train de bouillir. » Brewing, le mot été utilisé comme ça, je crois, dans la traduction anglaise, de ce qui se prépare contre Israël. Donc, il y a une espèce de... En tout cas, les médias, certains médias soufflent sur le feu en permanence. Vous voyez la même chose, Michel ? Je ne crois pas qu'il va y avoir une véritable évolution politique négative aux États-Unis dans l'immédiat. Parce que y a ça et là un sénateur qui dit quelque chose, ça n'a aucune espèce de réelle signification. Pas sur l'aide militaire, pas sur les relations... Mais pas du tout. Ça n'a aucune espèce de signification. Il faut bien comprendre que... Le fait qu'il y ait aujourd'hui Itamar Ben-Gvir ou Bezalel Smotrich au gouvernement, ça va en rien changer le fait de la politique américaine, d'après vous ? Mais non, parce que les liens qui peuvent exister entre les États-Unis et Israël n'ont rien à voir avec les considérations que mettent en avant aujourd'hui le New York Times ou d'autres journaux de ce genre. Il y a tout simplement des intérêts réalistes, relevant du réalisme politique ou géopolitique. Il y a des intérêts cyniques, en quelque sorte, qui unissent fortement aujourd'hui Israël et les États-Unis. Et quel que soit le gouvernement américain, on ne va pas changer ça maintenant. Il faut bien savoir une chose, c'est que vous avez, d'une part, au niveau de l'opinion, on va dire, occidentale, et même, je dirais presque, au niveau de l'opinion globale, mondiale, vis-à-vis d'Israël, une situation assez étonnante de schizophrénie complète. Ouais. C'est-à-dire que vous prenez la France. En France, pratiquement, on peut dire que l'opinion va être capable, pratiquement dans le même journal, de vous faire un article pour vous dire c'est terrible ce qui se passe en Israël, les extrémistes, les fondamentalistes. Quand on dit fondamentalistes en France, on voit directement les talibans ou l'État islamique. Hein, il faut bien comprendre, c'est Daesh qu'on voit. Hein. Donc les fondamentalistes sont en train de prendre le pouvoir en Israël, des choses absolument terribles, terrifiantes. Bon, donc vous avez ça d'un côté, et la page d'à côté, on vous explique que une fois de plus, le high-tech israélien est en train de tout casser. Il y a une schizophrénie bizarre. Et vous avez la même schizophrénie, par exemple, sur d'autres plans politiques. Vous avez les mêmes pays qui multiplient, renforcent des accords de coopération avec Israël, des pays arabes, le Maroc, les Émirats, continuent à voter toutes les résolutions anti-israéliennes aux Nations Unies. C'est une réalité compliquée. Aux États-Unis, pour l'instant, c'est un des pays où c'est un des pays qui n'a pas basculé, où la plus grande partie de l'opinion continue à avoir une opinion, une impression favorable d'Israël. Néanmoins, ce qui est vrai, c'est que ce qui est en train de se passer aujourd'hui peut avoir des conséquences à plus long terme. Il est très possible que le parti démocrate, qui déjà est beaucoup moins pro-israélien qu'il ne l'était, on va dire, il y a 20 ans ou 30 ans, il est très possible que le parti démocrate continue sur une lancée de distanciation vis-à-vis d'Israël. Alors, on va terminer avec vous, Yves. Est-ce que vous pouvez nous dire de quelle manière, justement, cette réforme, le fait qu'au gouvernement, on trouve des gens comme Smotrich ou Ben-Gvir, de quelle manière ça influence sur le gouvernement, sur le président français ? Pour l'instant, c'est difficile de dire. Il n'y a pas de réaction particulière officielle parce que ce serait une ingérence dans les affaires intérieures israéliennes, mais le gouvernement français campe, comme le gouvernement Biden aujourd'hui d'ailleurs, campe sur les Palestiniens d'abord. C'est ça l'objectif numéro 1. Donc, dire aux Israéliens aujourd'hui, régler le problème palestinien avant tout et l'Iran arrive loin derrière, c'est une façon de se désolidariser en profondeur à la fois des intérêts stratégiques israéliens et
et de ses projets d'avenir internes. Donc c'est ça qui, moi, me paraît extrêmement inquiétant. Et là-dessus, il y a une convergence entre le Parti démocrate au pouvoir aux États-Unis et l'Union européenne qui, elle, de toute façon, multiplie les gestes hostiles, à l'exception de quelques petits pays dits illibéraux qui sont dans le centre de l'Europe. Très bien. En tout cas, merci beaucoup pour cette conversation autour justement de cette influence, de quelle manière Israël est perçu à l'étranger aujourd'hui avec ce nouveau gouvernement et puis aussi ces réformes qui sont mises en place pour la réforme du système judiciaire. Merci beaucoup Yves Mamou, merci Michel Garfinkel.